Salut à tous et bienvenue dans cette après-séance sur les Gardiens de la Galaxie. Salut à tous, bienvenue, comme disait là à l'instant l'ami Durendal, dans cette après-séance qui sera consacrée donc à Gardien de la Galaxie, de non pas Trigun ou Trevor Gunn comme j'ai envie de le dire à chaque fois. Trigun d'ailleurs c'est le musicien de Mr. Bungle pour ceux qui connaissent. Non, c'est Mais James non, Gunn. James Gunn. Durendal, tu es de passage par mes contrées en ce moment et on a Absolument. profité pour voir ce film. Un film qu'on n'attendait pas vraiment. Du tout. Moi, vraiment, j'avais pas envie de le voir même. Heureusement que tu m'as proposé d'y aller parce que sinon, je n'y serais pas allé. C'est ce que, en fait, j'étais d'accord avec toi quand tu avais fait ton vlog sur Captain America numéro 2. Merci. Sur le... Ça fait au moins quelqu'un qui l'est. C'était sur le fait que, en fait, la série des films de super-héros qui s'est lancée telle qu'elle s'est lancée ces dernières années arrive quelque part à une sorte d'impasse en fait sur la manière dont elle s'inspire de l'architecture de séries. Exactement. Une impasse narrative Donc, et stylistique sur la forme que prend le récit qui devient typiquement une publication en plusieurs volumes d'une même histoire développée sur plusieurs petits tomes en fait. Et au lieu d'attendre un comics toutes les semaines ou tous les mois, on attend notre film tous les 6 mois qui continue cette histoire et C'est ça. qui... Et ça fait un moment que ça dure, cet entrecroisement du cinéma et des séries finalement. Oui. Vu qu'au début des années 2000, il y a pas mal de séries qui ont commencé à s'inspirer de plus en plus du cinéma. Depuis quelques années, c'est plus le cinéma qui s'inspire des séries. Alors c'est bien narrativement et esthétiquement, mais au bout d'un moment, c'est ce que je te disais quand on est sorti de la série, c'est comme en caricaturant si on voulait voir la série Agents of S.H.I.E.L.D. et qu'on devait payer 10 € pour voir chaque épisode. Un petit peu. C'est... Après, un film de Marvel ne coûte pas aussi cher qu'un épisode Bien sûr. Agents of S.H.I.E.L.D. Mais oui, effectivement, c'est Au vrai que contraire. c'est un peu le souci, C'est c'est que au final, on ne sait plus trop est-ce qu'on regarde vraiment un film précis avec des héros, des personnages et leur aventure, ou est-ce qu'on regarde juste une petite introduction avant de passer à autre chose et de rejoindre une histoire plus grande, etc. L'histoire de Guardians of the Galaxy a quand même été préparée par un post-générique de Avengers 1, il y a 3 ans, du coup, Avengers 1. En fait, 2001, c'était 2011. le méchant Thanos qui avait été Oui. annoncé par la séquence post-générique de Avengers, le premier. Et c'était la séquence post-générique de Thor 2 qui avait annoncé les Gardiens de la Galaxie avec le personnage du collectionneur, Oui, joué c'est par vrai, Benicio ouais. del Toro. Donc c'est vrai qu'ils ont commencé à poser les pions à ce moment-là. Mais donc ouais, on attendait ni l'un ni l'autre, mais surtout moi En c'était grande aussi le sidekick du raton laveur, moi qui m'avait... J'ai un problème avec les sidekicks, avec la plupart des sidekicks comiques, les comic reliefs. Mais en plus, j'ai un problème depuis un certain temps avec les créatures modélisées en imagerie numérique. Enfin, la plupart, il y en a certaines qui sont tout à fait bien faites. Donc j'avais peur à ce niveau-là. Mais j'étais aussi super curieux parce que, j'allais dire encore Trevor Gunn. James Gunn, le réalisateur, a une carrière assez bizarre. Il s'est illustré en réalisant notamment Roméo et Juliette pour la firme Troma, la C'est ça. fameuse firme Troma qui a produit des séries Z totalement fandardes. Il a réalisé Horribilis, qui était un espèce de film d'horreur de série B, totalement assumé dans son côté série B, voire série Z, qui mettait en scène des limaces qui Oui, tuaient. c'est ça, Slither en version originale, il me semble. Ouais. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Super avec Ellen Page qui était un film d'auteur, enfin film indépendant américain sur Ouais. les super-héros. Et puis dernièrement, il avait co-réalisé un des petits segments de Movie 43, Ouais. My Movie Project, que j'ai défendu bec et ongle il y a peu de temps. Et donc James Gunn avait dirigé le segment Beazle aussi pour ceux qui l'ont vu. Et c'est celui aussi Qui qui a était réalisé... le plus trash et le plus dingue et le plus étonnant, quoi. c'était le plus trash de tous Moi j'avais trouvé que c'était le plus trash, mais c'était aussi un des plus intéressants au niveau effectivement de l'exploitation des codes de cinéma. Ouais. Puisque typiquement, ils prenaient les codes du film d'horreur et les inversaient complètement dans toutes leurs règles. Ça se passe de jour au lieu de se passer de nuit. Il y a des musiques gentilles ou d'avoir des musiques qui font peur. C'est un personnage de dessin animé ou c'est une créature qui fait peur. Ouais. Et c'était vachement intelligent dans la mise en scène, très trash. Et c'est vrai que du coup, c'était un épisode que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait marqué. En ce qui me concerne, pour ce qui est de Rocket, donc le fameux raton laveur, si j'avais peur, c'est pas tant parce que c'est un sidekick en 3D. Moi, j'ai pas trop de soucis avec les personnages en 3D et l'abus même de 3D. C'est surtout que j'avais du mal avec l'existence même de ce truc. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut avoir l'idée de kidnapper un raton laveur et de Suspension d'incrédulité. faire des trucs comme ça? Alors, il y a suspension d'incrédulité, évidemment, donc j'attendais le film. Le film donne une explication qui est logique, cohérente et même un petit peu touchante pour ce qui arrive à Rocket. Ce qui fait que finalement ça passe pas trop mal. Il n'empêche que je sens qu'il est là pour me faire marrer et pas vraiment pour autre chose. Oui, c'est sûr. Et Lui et Groot. c'est ça, lui et Groot. Mais tu vois, Groot arrive à créer un peu d'empathie au bout d'un moment, et j'ai jamais vraiment réussi à ressentir quelque chose pour le personnage de Rocket. Ouais. Avant peut-être d'attaquer le film, C'est vrai. j'avais envie de préciser aussi que James Gunn est celui qui a réalisé la web-série PG Porn, que je vous conseille si vous l'avez pas encore vue, elle est disponible sur YouTube je crois.
C'est en fait reprendre tous les codes du porno, sauf le sexe. Et il y a plein de stars du porno, notamment Sacha Grey, qui sont prêtés au jeu, et c'est vraiment très très drôle. James Gunn joue lui-même dedans parce qu'il est acteur, il a joué dans pas mal de trucs en fait. Il a plus joué que réalisé, à vrai dire. Ouais, et scénariste aussi. Bah, il avait réalisé Scooby-Doo. Et Oui. c'était quoi d'autre? Non, je sais pas s'il a réalisé Scooby-Doo. Non, il a écrit scénarisé Scooby-Doo. Scooby-Doo, c'était Raja Gosling, je crois, qui l'avait réalisé. Ouais. Bref, il a scénarisé Scooby-Doo, un autre truc. Scooby-Doo donc 1 et quelqu'un 2 d'ailleurs. C'est quelqu'un de très présent finalement à Hollywood sans qu'on C'est sache ça. vraiment qu'il est là. Jusqu'à aujourd'hui avec. Oui, avec Christine Guardians of the Eclat, Galaxy qui vont sans doute le propulser clairement dans le panthéon des réalisateurs qui marchent bien à Hollywood, je pense. C'est sûr. Mais donc, pour passer au film lui-même, finalement, relativement bonne surprise. Ben, moi j'ai toujours le même problème. En fait, j'ai avec Guardians of the Galaxy le problème que j'avais avec Iron Man 3 dernièrement, que j'ai pas eu par contre avec les Thor et avec Avengers, c'est que je suis parfaitement conscient que ces films sont très bien réalisés, qui font leur boulot, mais j'arrive pas à rentrer dedans, j'arrive pas à être dans le truc, j'arrive pas à m'intéresser à l'histoire. Je sens que je suis que je ne vois qu'une infime partie de tout un ensemble que je ne verrai jamais complet avant 2019 ou 2020 ou 2026. Bah, le même problème que tu as avec ça, c'est les problèmes que tu as avec la notion de. Enfin, les comic books de manière avec générale. La notion de répétition, effectivement, ouais. Je pense puzzle. que. Et d'autant que celui-ci en particulier a un côté très. Vraiment très comics, très assumé et poussé jusqu'au maximum. Alors il a un très bel univers graphique, les designs sont très très beaux, les créatures, les environnements, les vaisseaux, tout ça est vachement intéressant. Il y a tout un univers de construit qui est très cohérent, qui fonctionne bien, qui a des bonnes bases. Pour le coup, ils sont allés à fond dans le côté limite pastel carrément, mais du c'est comic book bien lancé sûr. en tout cas. Oui. Mais de toute façon, c'est un film qui est très décomplexé vis-à-vis de ça. Ils prétendent pas créer un truc à la Dark Knight. Non. Vu que ça reste encore une fois à la mode, bien des années, à la mode en tout cas des films de super-héros dits sérieux. Là, ils s'engouffrent totalement dans un état d'esprit léger. Et absolument. Si on commence à parler de style un petit peu et de l'attrait, de l'ambiance générale, je trouve qu'ils ont très bien réussi à faire un blockbuster tel qu'on l'aurait fait dans les années 80. Un feel-good. Un feel-good blockbuster avec, où on sent qu'il y a... C'est toujours la notion que je développe moi dans mes vidéos, c'est la notion de gravité dans le comics, qu'on rajoute dans les versions cinéma qu'on fait en ce moment, qui en était un peu absente à la base. Il y a bien sûr des choses sombres, mais je parle de gravité. Et je trouve qu'on la retrouve pas dans la plupart des films de comics, et que pour une fois... Pour le coup, un film adapté d'un comics qui embrasse à fond ce côté léger et fun, etc., Dans les je comics, trouvais ça intéressant. Dans les comics, c'est vrai, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, notamment dans les blockbusters, il y a de plus en plus tendance à réhabiliter ce genre de truc qui est pas sombre. Enfin, pour moi, Star Trek, c'était exactement ça. Ouais. Encore une fois, on en avait parlé, mais il y avait pas mal de critiques, notamment qui avaient mis en contradiction Dark Knight et Star Trek, qui était sorti pas si longtemps après. En gros, comme Dark Knight était un blockbuster de l'ère Bush et Star Trek était un blockbuster de l'ère Obama. Montrer le genre de changement de problématique, le genre d'espoir, de manière, l'espèce de contexte, d'ambiance globale, je sais pas, l'air du temps qui permettait à des blockbusters plus légers d'apparaître, quoi. Et là, on est en plein dans cette mouvance, mais pour le coup, chez les comic books. C'est ça, mais c'est-à-dire que les comic books, justement, sont un style tellement particulier que quand on les adapte, il y a un traitement qui est à faire, il faut retravailler la chose, et c'est vrai que je trouvais que là où il y avait une certaine originalité et quelque chose de vraiment neuf dans les premiers qui sont apparus, on est vraiment maintenant tombé dans une formule et on reproduit la formule à chaque épisode quasiment à l'identique. C'est ça. Ça, je te laisserai en parler parce que tu t'en avais très bien parlé après la séance. Et globalement, je trouve qu'on voit un peu toujours le même film avec une sauce et un super-héros différent. Ouais, c'est ça. Mais ça montre à quel point ils font reposer en fait l'essentiel de la pertinence des films sur le charisme de leurs acteurs, sur l'écriture notamment des dialogues, mais les grandes étapes, c'est vrai qu'il y a une structure globale de blockbuster qui existe depuis tellement longtemps, mais c'est vrai que ceux de Marvel, en plus, ont encore resserré la formule qui se retrouve à chaque épisode. J'ai l'impression d'avoir vu vraiment quasiment le même film, je caricature bien entendu volontairement, mais quasiment le même film que Captain America 2, que Avengers, avec toujours les mêmes actes, le même moment où on va se retrouver avec une bataille aérienne, le même moment où il va y avoir cette espèce de doute et d'échec apparent chez les héros, la même manière dont ils vont ensuite se greffer tous ensemble et vaincre l'adversité, pour ainsi dire. Donc c'est une formule qui est totalement générique, mais qui a tellement été utilisée de manière très précise par les dernières productions Marvel, que là, effectivement, ça commence à atteindre ses limites. Je sais pas comment ils vont renouveler la formule, mais en tout cas, jusque-là, ils renouvellent pas, mais ils donnent quand même une sensation de fraîcheur à travers le charisme, par l'écriture du dialogue. Toi, t'as pas été sensible à l'humour du film. Non, moi, il m'a fait beaucoup rire quand même.
Mais c'est vrai que c'est un humour qui est très référencé, donc soit on est sensible soit on n'est pas sensible. Mais déjà, le fait de choisir Chris Pratt en personnage principal, ça c'était brillant, je trouve. Parce qu'il finalement, il s'illustre très bien. Ouais, choisir une nouvelle gueule, mais en plus, un mec qui s'est pas illustré dans ce genre, ou qui n'est pas a priori compatible avec ce genre. C'est un mec plutôt bonhomme, un petit peu enveloppé, qui s'est illustré dans des séries comme Parks and Recreations et tout ça, qui aurait très bien. Comment dire, beaucoup de gens l'auraient vu en comic relief. Enfin, il a bien gonflé quand même. Ouais, pour le coup, justement, voilà, il a acquis sa dimension physique en plus pour le rôle, il est très, très crédible dans ses dimensions physiques. Mais traditionnellement, je pense qu'on l'aurait engagé pour jouer un comic relief. On l'aurait engagé pour jouer le raton laveur. Et là, non, on l'a mis en première ligne, et ça donne au film un ton ultra léger et ultra. Beaucoup de flegme, beaucoup d'insouciance, et c'est assez rafraîchissant, parce que les dialogues, même si on n'est pas sensible à l'humour, ils sont quand même plutôt bien écrits. J'avais peur aussi de l'écueil du fait que ça tombe dans le côté vintage années 80 et rajouter de la référence. Ce qui se passe à certains moments, qu'il n'arrête pas de citer des trucs. C'est vrai. Notamment quand il cite Jack Sparrow. Oui, ça on a tiqué sur la salle. Enfin, à un moment, le mec dit la Terre c'est une planète de badass et de bad boy, genre Jack Sparrow. Le mec a été enlevé en 1988 et Pirates des Caraïbes sont sortis en 2003. C'est bizarre quand même. Il n'a plus de contact avec la culture terrestre. Il n'y est jamais revenu et bizarrement il est au courant que Jack Sparrow existe. C'est une espèce de chose très étrange parce qu'en plus le film est vraiment plutôt très bien écrit et très bien construit. Je sais pas ce qu'il a échappé à ce moment-là. Je sais pas pourquoi d'un seul coup. Enfin, c'est anecdotique, mais voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur qu'il justement il n'abandonne jamais cette structure parce que. Si tu regardes le plan qui est prévu plus ou moins, ce qu'on commence à voir se dessiner avec les Gardiens de la Galaxie maintenant et l'arrivée prochaine d'Avengers 2, c'est que en gros Avengers 3 sera pour moi, enfin c'est ce que je vois venir, sera l'espèce de clôture globale de tout le truc Marvel qu'ils auront créé depuis le début. Et ils sont en train depuis le début d'accumuler des objets. Ouais. Chaque film est toujours une accumulation de MacGuffin. L'orbe, le truc, le machin, c'est le MacGuffin devrait arrêter de donner des noms à ces trucs. Mais en fait, c'est ça. Et tu regardes le personnage de Del Toro, c'est un collectionneur de MacGuffin en fait. Ouais, c'est ça. Je suis collectionneur de MacGuffin. Bonjour, j'ai les cheveux blancs. Oui. Mais du coup, c'est un hommage à Jim Jarmusch cette coiffure. Non, je pense qu'il a volé les cheveux de Christophe Lambert dans Subway. Ou de Billy Idol. Il a volé l'agent en fait. Exactement. Ouais. Donc je crois que vraiment toutes les histoires à venir vont être basées sur récupérer un objet qui va servir à être accumulé pour avec un autre objet et un autre objet et un autre objet être utilisé au final dans un film qui va réunir Gardiens de la Galaxie, Avengers et tous les trucs de super-héros qu'ils auront fait. Alors, putain, déjà qu'ils ont du mal, ils sont plutôt bien sortis jusqu'à maintenant, mais c'est quand même difficile de réunir juste un cast Avengers ou un cast Gardiens de la Galaxie. Ça, si tu mixes les deux, c'est ce que tu dis, ça arrive à un défilé. Ils en parlent, c'est James Gunn commence déjà à dire que. Mais en fait, le truc, si t'entrepoises déjà les trucs à la base dans les séquences post-génériques, c'est qu'ils veulent faire un truc, quoi. C'est ça, mais moi, c'est quand je disais que quand j'avais vu la séquence post-générique après Captain America 2, les gens m'ont dit, mais non, ça veut pas forcément dire que c'est lié. Si, bien sûr que ça veut dire que c'est lié. Si la séquence à la fin d'un film Marvel et annonce un autre film Marvel, c'est que quelque part ils vont se relier. En tout cas, qu'il y a une intention, qu'il y a une intention. Les personnages du film Thor 2 amenait un objet au collectionneur qui est un personnage de Guardians of the Galaxy. Donc les deux univers sont déjà connectés, ils sont déjà reliés. Et très clairement, le but c'est qu'à la fin, les deux se mélangent en même temps. Les Avengers de l'espace et les Avengers de la Terre se réunissent pour une ou deux missions. Ouais. Peut-être pas tous d'un coup, mais c'est à mon avis le projet global de les tous les réunir et chacun avec les objets, les MacGuffin qu'ils ont récupérés, chacun leur aventure. Je sais pas dans quelle mesure ils vont être capables de faire ça ou sur combien de métrages. Mais vu de toute façon le nombre de métrages qui sont prévus entre Marvel et DC Comics jusqu'en 2022, mais c'est ahurissant le calendrier. Il y a quoi 3 ou 4 productions par an qui vont sortir. Il y a au moins 3 DC par an. Et 1 ou 2 Marvel par an, ce qui fait 5 ou 6, je pense qu'il va y avoir un effet d'écœurement. Je comprends que DC ait la sensation quelque part d'avoir du retard à rattraper. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas que, pour maintenir un niveau de qualité sur ces productions, déjà là, il y a eu Man of Steel, c'est le seul point de référence sur ce qu'il y a de la mythologie qu'ils essaient de créer, en termes stylistiques. Il faut voir Batman versus Superman, ce que ça va donner. Mais... c'est pas gagné quoi. Et puis déjà pour la première pierre de leur univers, qui est Man of Steel, est déjà assez enfin elle a des défauts quoi cette pierre. Elle est pas déjà très. Alors que contrairement à Iron Man. Voilà, quand Iron Man était arrivé, tout le monde était d'accord. Iron Man c'était génial et s'il faisait un autre c'était magnifique et il y avait la différence comme c'est qu'au moment où ils ont fait Iron Man, ils n'avaient pas pour un projet établi de faire Avengers et de créer la mythologie Marvel. Et Nick Fury qui arrive à la fin de Iron Man, c'était un clin d'œil qui était juste censé rester un clin d'œil. Mais après ils ont développé le truc et ils se sont dit tiens, et si on changeait la face du cinéma grand public pendant 10 ans Évidemment, mais on peut jamais prévoir de révolutionner le cinéma, on peut l'espérer mais on peut jamais le prévoir. Mais c'est vrai que pour le coup on avait un bon départ quoi. On était parti sur un bon truc et quand on va passer à la suite des projets, je sais pas trop si... Vu que le départ est à la base un peu bancal, est-ce que vraiment le reste peut tenir assez bien sur ce pilier-là ou pas C'est sûr, Il faut vraiment que du coup les nouveaux films aient une personnalité propre
et posent leurs jalons et posent leur univers. Ce qui m'emmerde, c'est que là, le deuxième film directement réunit 3 super-héros qui n'ont pas installé leur univers. Donc on a déjà une base qui est pas solide, on rajoute déjà les trucs au-dessus avant de poser les 2 autres pattes. Et tu te dis, là, il y a un truc qui va pas, quoi. Bah là, c'est du dérapage contrôlé, hein, de toute façon. Ouais. Là, je suis sûr qu'eux-mêmes savent, ils savent en termes de calendrier vers quoi ils se dirigent, mais en termes de faisabilité des choses, ils doivent sincèrement serrer les fesses. Je pense. Dans les studios. Donc voilà, encore une coupe pour celles et ceux qui nous demandent des conseils d'ailleurs concernant le matériel. Sachez qu'avant de les débrider, les réflexes numériques ne permettent pas de filmer des séquences de plus de à peu près 12 minutes. Donc, pour ce genre d'exercice qui dure un peu plus de 12 minutes, c'est un peu compliqué de ne pas faire de cut ou de savoir quand les faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des coupes. Nous disions donc que Guardians of the Galaxy, pour tout ce qu'il a de bien, pour le coup, n'a pas réussi à me faire entrer dedans et que l'avenir de la saga me paraît un peu incertain. Après, pour revenir vraiment sur le film lui-même, il est vrai que chacun des acteurs est bon dans son rôle et qu'il le remplit à merveille et que ça marche très très bien, que ce soit Zoe Saldana, Chris Pratt, Vin Diesel ou c'est Bradley Cooper qui joue Ratchet, c'est ça. Enfin Rocket. Ratchet. Mais oui, excuse-moi, je confonds avec des trucs. Donc globalement, tous les acteurs sont bons dans leur rôle et passent plutôt bien. J'ai pas trop compris ce que venait faire Meryl Streep dans. Non, c'était Glenn Close. Glenn Close, pardon. Petite apparition. Elle avait un sonar, petit caméo, je sais pas. Il y a un acteur de Star Trek aussi qui est dedans, c'est ce qui me fait beaucoup rire parce que c'est de la SF et c'est. Lequel déjà c'est le flic de la ville, de la grande ville qui veut le protéger à la fin, celui qui a les cheveux frisés avec. John Cerelli. Oui. Ah, c'est vrai qu'il était dans Star Trek. Oui, il jouait un des techniciens de Star Trek, nouvelle génération. Exactement. Et depuis, c'est un peu une référence geek comme ça dans l'univers SF. Dès qu'il apparaît, tu sais que c'est pourquoi il est là. Donc voilà, moi ça m'a fait forcément un peu plaisir. Sacré acteur. Oui. Mais moi je suis quand même beaucoup plus rentré que toi dans le film. C'est aussi peut-être le fait que quelque part, même si ça s'ancre dans la mythologie Marvel qu'ils sont en train de créer, il y avait un sentiment de fraîcheur au sens où c'était un nouvel univers et qu'à la base, tu peux commencer avec Guardians of the Galaxy sans avoir juste 10 films à regarder derrière pour savoir de quoi ils retournent. Donc quelque part, sous cet angle on lance quand même une sorte de nouvelle franchise, même si elle est vouée à avoir des excroissances et à se mêler aux autres, c'était un peu plus rafraîchissant. Et effectivement, le ton permettait de beaucoup plus dédramatiser. Et moi, je te dis, j'ai eu du mal avec le format du film. Par exemple, alors il y a un truc très étrange. Le film commence sans les logos de production. C'est-à-dire que le film commence directement sans que vous ayez vu produit par Marvel et produit par machin. Donc c'est ce qui est assez surprenant. Jusqu'à le générique. Et le film d'ailleurs a la bonne idée de ne pas faire d'origin story, ce que je trouve plutôt intéressant parce qu'on en a marre des origin story. Ou juste 5 minutes pendant la séquence d'intro quoi. Mais grosso modo, je trouve qu'on elle pose le personnage, mais c'est pas non plus ce qui en fait un héros en fait. Tu le vois devenir un héros. Quand tu le vois, il a déjà de l'expérience, il est déjà dans ce milieu-là et ça marche plutôt pas mal. C'est la réunion du groupe qui crée la nouvelle histoire. Mais donc du coup, le film commence directement dans une scène et d'un seul coup générique. Et on dirait vraiment une construction d'épisode. Et du coup, j'y arrive. Je m'attendais presque à voir les crédits du début de l'épisode, c'est qu'ils sont en bas de l'écran pendant la première scène. Un petit peu, ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, dès que j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, alors oui, c'est original, mais ça m'a tout de suite déjà eu un petit recul. Je me suis dit, ah ça y est, on est déjà dans ce format de. Mais c'est une construction qui a été pas mal utilisée comme ces dernières années dans les blockbusters. Pas juste les productions Marvel ou quoi que ce soit. Les scènes avant le logo, c'est très très rare. Là, bien entendu, j'ai pas d'exemple qui vient en tête, mais il me semblait quand même que. Ah, vraiment, je crois même pas en avoir un ou deux à te sortir là en exemple. Bon, pour le coup, ça m'a pas trop gêné. Mais c'est vrai que ça m'a pas gêné, quelque part, ça renvoie au fait que les deux formes. Oui, mais quelque part, ça m'a pas gêné, mais c'est ce qui m'a empêché de rentrer dedans du coup. Enfin, vraiment, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ça y est, il y a déjà je vois qu'il y a déjà les défauts des anciens. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dans le truc. Les sketchs, effectivement, m'ont pas beaucoup fait rire. Moi, c'est pas un humour qui me parle beaucoup. Je sais pas en quoi exactement, mais c'est. J'ai bien aimé le retournement des codes. Par exemple, quand ils se lèvent tous en mode You have my sword, you have my axe. Ils se retrouvent tous debout et le retournement à la fin qui fait bon, on est tous debout, hein, bien comme des cons. Voilà. Et la scène dure. Et je trouvais c'est un bon recul sur les codes. Ça c'est vrai qu'il les utilise tout en ayant conscience que le film a conscience de lui. Et c'est ça que j'aime bien, quoi. Il veut jamais rester dupe et se fout de la gueule du spectateur. Mais pas jusqu'à briser le quatrième mur, cela dit. C'est que oui, heureusement. On reste dans l'idée qu'on est dans un film, mais un film qui effectivement dit bon bah oui, là c'est un moment émotion, mais voilà. Il y a un risque à ça, c'est de vouloir toujours jouer le malin, finalement, ne plus rien raconter, juste parce que tu as constamment un recul sur ce que tu veux montrer que tu as un recul, et finalement tu en viens à avoir du vide. Parce que tu ne racontes rien, tu as juste un recul sur ce que tu aurais pu faire. Tandis que là, ça le dosait relativement bien. Et ça fonctionnait. Après, bon, tous les gags ne sont pas des...
de la folie absolue, après, voilà, mais, c'est les goûts de tout le monde et c'est les goûts de chacun. Il se trouve que ça m'a pas fait rire, mais je sais très bien que c'est pas parce que c'est mauvais ou que c'est mal écrit. Je sais que ça m'a pas parlé sur le coup et qu'en plus, d'office, je suis pas. Comment dire, je suis pas. J'ai pas envie spécialement de voir le film. C'est pas un truc qui m'attire et je savais que c'était une histoire qui risquait de m'énerver. Mais l'univers musical est rafraîchissant aussi. L'univers musical est très rafraîchissant, évidemment. Il était vachement mis en place dans la communication du film avec Hooked on a Feeling, cette chanson qui était partout. Mais il n'y a pas que celui-là. En fait, il part du principe que comme le héros a été enlevé en 88 et que sa mère lui a filé un Walkman et une mixtape en gros avec différents morceaux, il tourne depuis 26 ans. Parce que ça se passe 26 ans plus tard après le fait qu'il ait quitté la Terre. Il tourne uniquement avec ses morceaux qui constituent son univers culturel. À propos de la mère, on parle du moment gênant. Il y a un truc très freudien dans ce film, oui. où c'est pas du spoiler qu'on va faire, mais non, en gros... Il y a une résolution d'histoire par rapport à sa mère qui se fait par un biais qui est un petit peu étrange. À un moment, bon, c'est pas un spoiler de dire ça, à un moment, la figure de la mère et de l'intérêt sentimental, Zoé Saldana, sont un peu mélangées et se superposent même, et c'est un peu gênant. Un peu. Parce que tu les imagines entrer dans un moment intime et tout ça, et fait maman. Et là, tu commences à saigner par les yeux, par les oreilles, tu te dis non, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était un peu. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire à ce moment-là. Après, c'est juste. Je sais pas. Faut que je dans. Je sais pas en fait. Et je sais pas, je crois qu'en fait, c'est le seul truc un peu grave vraiment qui lui soit arrivé depuis le début. Parce que le film commence de manière super grave quand même. C'est ça, et du coup, je pense que c'est le problème, c'est quelque part le retour de flamme de cette légèreté globale du film. Ouais. C'est que du coup, ils avaient plus vraiment d'enjeux à traiter. Et quand ils se sont retrouvés à la fin du film, ils se sont dit, il faudrait quand même qu'il ait un parcours, il faudrait quand même qu'il ait accompli quelque chose. Ouais. Et du coup, on va reparler de la maman, mais pas au bon moment, quoi. C'est un truc assez bizarre. Et... quelque part, c'est au bon moment, parce que c'est en termes de... un moment de résolution, en termes d'imagerie, mais c'est vrai que par rapport à la manière dont il le montre, c'est pas forcément au bon moment. Et surtout, pas la bonne manière de superposer par rapport à un truc. Ouais. Ça aurait pu être juste une apparition comme ça, qui soit pas calquée sur un autre personnage, mais là... Et il y a quelques problèmes sur le personnage de Zoé Saldana. Moi, je trouvais qu'il y avait, en particulier, au tout début, je sais pas si on peut faire un micro spoiler sur attention, spoiler, sauter dans 30 secondes. Voilà, disons un micro spoiler. À la base, le personnage donc de comment il s'appelle déjà dans le film, je me rappelle plus du tout. En plus, c'est des noms bizarres parce que c'est du SF. Je sais plus. On va dire Zorga. Et parce que c'est dans ce genre-là, hein, c'est du Zorga et des trucs dans ce genre-là. Donc le personnage de Zoé Saldana est en principe avec le méchant. Et quand le méchant lui demande d'aller demande à quelqu'un de faire une mission, elle se propose en disant non, de toute façon, elle va échouer la mission, faut que j'y aille moi. Et quand genre 2 scènes après, on n'a rien vu de ce qui s'est passé dans sa tête, on l'a pas vu depuis qu'elle est partie. Ouais. Et d'un seul coup, elle nous fait non, mais je l'ai trahi et je suis plus avec lui. Et on regarde le truc, on se dit mais c'est une manipulation, c'est une connerie, ou est-ce que vraiment c'est le cas, ou est-ce que il y a quelque chose comme ça qui est pas abordé vraiment. Ouais. Et je crois que c'est pas un écueil qui m'a vraiment gêné, mais c'est vrai que c'était un peu surprenant qu'ils aillent aussi vite à ce moment-là du scénario. C'est ça, oui. Je pensais qu'une plus grande partie du film serait accordée à ça, mais ouais, ça a été expédié. Ça a été assez expédié. C'était pas plus mal parce que finalement le rôle qu'elle pourrait avoir en tant que méchante est tenu par celle qui est jouée par Karen Gillan, celle qui est toute bleue. Oui, c'est vrai, qui a un look plus intéressant aussi. Finalement, les deux personnages sont plutôt redondants. C'est ça, c'est qu'ils sont un peu tous les deux les mêmes, en même temps elles sont sœurs en principe dans le truc, ce qui fait qu'effectivement elles ont un certain doublon. Après c'est bien d'avoir la sœur gentille et la sœur méchante en gros, mais ils auraient pu en fait construire un seul personnage avec celui de Zoé Saldana. Ou même ne pas les lier du tout. Enfin, après faut respecter l'histoire du comics je suppose, mais je pense que globalement on aurait pu très bien la faire venir de n'importe où, ça aurait été une chasseuse de primes quelconque qui aurait été à la recherche de Star-Lord. Et autre moment du film. Je me suis souvenu d'un truc. et du qui serait plus... Ça m'a beaucoup fait rire dans le film en fait que le héros Peter Quill soit vraiment un enfant des années 80, c'est juste un gosse qui a vu Star Wars à la base et qui s'imagine une destinée pas possible, donc en fait il s'est créé un alter ego de hors la loi, un super badass qui s'appelle Star-Lord. Personne ne le prend au sérieux pendant tout le film, mais à un moment il retrouve dans le film un bad guy qu'il avait vu au début, qui savait pas qui il était, et l'autre fait « Ah, Star-Lord !» et l'autre fait « Ah bah enfin !» Et ça fonctionne, ça juste... Oui, ça fonctionne. Ces petits trucs-là vont fonctionner même sur moi, il y a plein de petits passages comme ça qui ont beaucoup fonctionné sur moi aussi, mais qui... Mais voilà, c'est vrai que globalement, en fait, ce qui est con, on en parlait tous les deux, c'est qu'il arrive maintenant. C'est-à-dire que d'un côté, il rafraîchit le truc en mettant un truc très visuellement pas vu, et d'un autre côté, ça fait tellement longtemps qu'on a repris les mêmes codes, les mêmes trucs et les mêmes personnages et les mêmes histoires que peu importe ce qu'il me proposait en fait, film pâtit de ça, j'aurais jamais pu y aller parce que ça y est, je suis saoulé des films Marvel, j'en ai marre là, ça y est. C'est ça, c'est le moment où il arrive. C'est le problème aussi pour les Amazing Spider-Man de Mark Webb. Pour moi, leur principal défaut, c'est le moment où ils arrivent. Oui. C'est ça qu'on leur reproche. Ils sont arrivés trop tôt après les Sam Raimi, ils sont arrivés aussi
en pleine justement réactualisation d'autres licences et de réactivation de C'est vieux ça. trucs. Je pense qu'il y en a aussi plein qui gueulent parce que c'est une des rares licences de comics qui est spécifique à Sony. Et donc ils peuvent pas faire de mélange avec les X-Men comme ils auraient envie de le faire ou avec les autres univers Bien sûr. de Marvel. C'est dommage. Ce qui est Quitte dommage. à mais- mettre 30 personnages principaux dans un film, autant Oui, y aller, oui, quoi. oui. Mais c'est vrai que voilà, il y a toute une frustration qui se crée là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, on arrive à un moment qui, je pense, est très sensible dans la carrière de ces films adaptés de comics. Bah, les prochaines années vont être C'est- déterminantes. là, parce ça que passe le ou gros ça arrive. casse. Voilà. Ah ouais. Il faut que les prochains marchent très très bien parce que s'ils marchent pas, le truc est mort, C'est ça. enterré. Pour conclure, on parle de la séquence post-générique. C'est pas un spoiler. Enfin, c'est un petit spoiler si vous voulez avoir le degré de surprise total. Mais encore une fois, si vous voulez un degré de surprise total, faut pas regarder la précédence ou un vlog avant d'aller voir le film. Mais ils font intervenir un personnage dans la séquence post-générique de manière gratuite. Moi, ça me plutôt fait rire. Parce que c'est un clin d'œil. Je pense pas qu'ils vont le développer. Ce Et moi, personnage. je sais qu'ils vont le développer. S'ils le mettent dans la séquence post-générique, c'est qu'ils vont le développer. Bah, Ils ou mettent alors- pas un truc dans la séquence post-générique juste pour s'amuser. Bah, ils ont fait ça pour le premier Iron Man. Puis Nick Fury, c'était un clin d'œil. Mais Oui, mais justement, Ils l'ont comme tu le dis, développé c'était un projet différent. Les contextes Ouais. étaient différents. Ils savaient pas qu'ils allaient faire ça. Là, ils savent qu'il peut y avoir des suites. Ils savent que leur post-générique, ils annoncent les trucs d'après. Et donc quoi. ce personnage, c'est Howard the Duck. Autre personnage qui a été illustré par George Lucas en tant que producteur dans les années 90, qui était Oui. un bide, mais absolu. Un bide affreux. Ou c'était l'année 80, 90 Fin des 80, fin peut-être, ouais. 80 et début 90. Ouais. Et qui était un bide absolu. C'est un film très 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 bizarre. Et Nostalgia Critique Parce en que c'est un avait parlé. personnage bizarre, c'est un espèce de canard ivrogne et Ouais. complètement obsédé sexuel, et etc. Déjà que j'arrive pas à avoir de l'empathie pour un raton laveur, mais alors pour un canard, Je pense pas qu'ils vont l'intégrer. S'ils le font, ça je sera de suis manière sûr peu qu'ils vont l'intégrer. significative. Je suis sûr qu'ils vont l'intégrer. Genre On prend Paris aujourd'hui. Guardian of the Galaxy Qu'est-ce 2. qu'on parie Je parie votre lunch. Excuse-moi, je sors Ok. du 5ème élément, c'est normal. Non, vraiment, c'est. Moi, je suis persuadé. Soit ils l'intègrent dans Guardian of the Galaxy dans un prochain truc, soit même on va avoir un nouveau film Howard the Duck. Et là, franchement, je signe On déjà verra. le papier pour dire que j'irai pas, quoi. Donc pour conclure, toi c'est plutôt bon film, bon moment à passer, mais t'es plutôt réservé C'est plutôt ça. par Moi, rapport au moi, je contexte peux pas global. rentrer dans le truc. Le film est sorti, ça sort au mauvais moment. J'en ai déjà ras-le-bol des comics, donc je suis dans les mauvaises dispositions. Je pense que si j'avais été dans de meilleures dispositions, il y a 3 ou 4 ans, j'aurais adoré le film et j'aurais trouvé ça génial. Ouais. Là, je suis juste en ras-le-bol et j'en ai marre que. J'aimerais bien qu'ils se rappellent que tout ça est lié et qu'ils essayent de varier ça vraiment au sens profond de la structure et de l'écriture et C'est qu'on ça. ait La structure, arrête je de se pense pas que ça retrouver va, avec ça va le même varier, film. hélas. Bah hélas non, mais Joss Whedon avait bien réussi à rendre ça intéressant dans Avengers, Tout en reprenant, c'était tout en la reprenant. structure. Il la reprenait, mais ils arrivaient à la rendre moins visible. Parce que Et- c'est le premier qui donnait vraiment cette légèreté aussi à l'écriture et ce côté comique. Aussi. Et ça n'avait pas encore été fait. Je veux dire, Iron Man, c'était assez drôle, quoi. Il y a un côté très drôle de Robert Downey Jr. et son abattage, c'est vraiment charismatique. Mais en termes d'écriture vraiment drôle, effectivement, Ouais. c'était le premier Avengers. Donc là, vraiment, Guardians of the Galaxy est l'héritier d'Avengers à ce niveau-là. Oui. Mais c'est vrai, pareil. J'ai passé un bon moment. Je suis un peu moins réservé que toi. Je crois que le contexte a eu moins d'impact sur moi et que je suis un peu encore en position de tolérance vis-à-vis de la surcharge de films de super-héros. Mais c'est vrai que je suis aussi dans l'expectative par rapport à ce qui va se passer. Ça n'a Donc, pas dû aider non plus quand on le voit en VF, parce que Ouais, pas le choix, pas le choix. Ouais. Quitte à avoir Bradley Cooper jouer un raton laveur, j'aurais préféré entendre Bradley Cooper que son Par doubleur. contre, Vin Diesel fait Oui. tout. Il dit. Le personnage de Groot que Vin Diesel double, ce personnage d'arbre, dit un seul truc, il dit je m'appelle Groot. En fait dans le film il dit je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Et apparemment Vin Diesel a fait ce doublage dans toutes les versions du film, donc c'est lui qu'on a, même dans la version française, c'est Vin Diesel qui fait je s'appelle Groot. C'est Et je ça. l'avais vu sur un plateau télé en train de dire dans les différentes langues ce que disait Groot, et il avait dit je s'appelle Groot, et je me disais mais il sait pas parler français, il aurait pu apprendre cette phrase maintenant, c'est vraiment ce qu'il y a dans le film. Donc je n'ai rien dit Vin. Peut-être que Mathieu Kassovitz lui a appris Peut-être. pour se venger. Le seul truc. Le cadeau empoisonné à la C'est sortie du ça, truc. exactement. Bon bah, on va conclure là-dessus. Absolument. Merci de votre attention. Merci également. À Pas bientôt, mieux. monsieur Durandal. À bientôt, mon cher. Bye. Ciao.